Bonjour à tous. Sachez qu'à une époque, la série des Need for Speed était très populaire. Need for Speed, ça a tout d'abord commencé en 1994 sur PC avec The Need for Speed, un jeu de voiture en 3D qui aura son petit succès. On se souviendra aussi de Need for Speed 3 Poursuite Infernale qui de son côté sera aussi un succès, notamment grâce à l'apparition de poursuites contre les forces de l'ordre, donnant ainsi à la série une première identité qui sera conservée dans le 4ème épisode où vous pourrez même jouer dans le camp des gardiens de la paix. La licence se perdra ensuite quelques temps entre jeux licenciés Porsche et Poursuite Infernale 2 dans la lignée de Need for Speed 4. Il faut savoir que tous ces jeux étaient avant tout des jeux purement destinés au PC. Bon, il y a bien eu des portages sur PS1 de certains épisodes après leur sortie, mais tout le contenu a été amputé à la hache, que ce soit en termes de mode de jeu ou de nombre de participants gérés par l'IA. C'est Need for Speed Poursuite Infernale 2 qui inaugurera la sortie en simultané des jeux sur console de salon, mais à cette époque, la série est en sacrée perte de vitesse. Heureusement, il s'est passé quelque chose. Chez EA, quelqu'un a eu la bonne idée de cliquer sur vindiesel.exe. C'est presque 10 ans après le début de la licence, en 2003, que Need for Speed obtiendra une deuxième identité, passant de l'attention des poursuites infernales aux joies de la nuit et du tuning, avec Need for Speed Underground qui sort 2 ans après le succès au cinéma d'une autre série qui aime bien éliminer les The Fast and the Furious. Bon alors pour ceux qui connaissent pas Fast and Furious, c'est simple, c'est Point Break avec des voitures. Need for Speed Underground est donc un énorme succès puisque le jeu s'est vendu à plus de 15 millions d'exemplaires partout dans le monde. Un succès qui donnera naissance à une suite pour que finalement le tuning fasse partie de l'ADN de la série, puisque la possibilité de customiser entièrement ses voitures restera une constante sur tous les épisodes qui suivront. Et si dès Need for Speed Underground 2 la série passe à l'open world, la saga reconstruira progressivement son ADN en revenant à ses racines, et ce jusqu'à ce que la série prenne un nouveau tournant au milieu de la génération PS360. Ces années-là furent une période bénie pour la série, une période qui s'étendra de 2003 à 2006, où Electronic Arts prendra particulièrement soin des joueurs consoles, notamment en sortant des versions de leurs jeux de course pour console portable. Vous vous souvenez peut-être des versions PSP et DS qui étaient plutôt pas mal malgré le fait qu'elles soient amputées de leur monde ouvert. Mais par contre, on parle rarement des petites curiosités que sont les Need for Speed sur Game Boy Advance, des jeux censés contenter les pauvres gosses qui n'avaient ni PC ni console de salon. Et du coup, je trouve que c'est logique de se demander ce que ça vaut quand on sait qu'il n'y a pas un ou deux, mais bien 5 jeux Need for Speed sur Game Boy Advance. 5 jeux. Allez, c'est parti pour tester tout ça. Comme je l'ai dit, il y a 5 jeux Need for Speed sur GBA que nous allons découvrir dans l'ordre chronologique de leur sortie, en commençant par Need for Speed Underground qui visiblement n'était pas prêt à temps puisqu'il est sorti quelques mois après les autres versions. Bon, je pense qu'on se souvient tous d'Underground, de Rob Zombie, de Lil Jon, de la nuit et des néons sous les voitures, de la nitro et des reflets des lumières de la ville sur le capot des voitures. Et la bonne nouvelle, c'est que tout est là. Bon, sauf les reflets des lumières sur les capots des voitures, mais bon, on est sur GBA, hein, faut pas rêver non plus. Alors déjà, la superbe intro en 3D nous permet de comprendre que certaines chansons ne devraient jamais être compressées pour la GBA. Ceci dit, dès le menu, Get Low passe nettement mieux et nous imprègne directement de l'ambiance des Need for Speed Underground. Honnêtement, le menu est bien, on se croirait presque sur console de salon. En plissant bien les yeux, évidemment. Bon, par contre, en termes d'ergonomie, c'est pas ça, hein. Entre les textes d'infos trop gros et les menus qui mettent 8 ans à charger, on notera quand même que les voitures s'affichent en 3D dans le garage. Le jeu propose de se lancer directement dans une course ou de découvrir l'Underground comme son homologue sur console. Cette version se permet même d'ajouter un système de paris et de droit d'entrée aux courses, qui se révèle assez chiant car il faut repayer à chaque fois que vous voulez recommencer une course. Malgré tout, toutes les possibilités de modification de véhicules proposées par Need for Speed Underground sont bien présentes dans cette version GBA, enfin bref, tout ce qui est proposé par cette petite cartouche est complètement raccord avec le jeu sur console de salon. Tout sauf le jeu. Alors voilà, Need for Speed sur GBA, ça ressemble à ça. C'est laid, ça scintille, ça mélange de la 2D et de la 3D un peu comme ça peut, et on voit pas à plus de 5 mètres devant nous. Le concept même du jeu est un peu niqué puisqu'en fait on n'a même pas l'impression qu'il fait nuit. Clairement, on dirait le mode 7 de la Super NES qui aurait copulé avec un jeu en 3D de la PS1. Non, franchement, de la 3D sur GBA, c'était vraiment pas une bonne idée, surtout quand on voit ce qu'il est possible de faire avec de la simple 2D sur cette même console. Donc voilà, c'est dit. Maintenant, attention à ne pas tout mal interpréter. Le jeu est moche, oui, mais c'est parce que sur les images que vous voyez, il est émulé et agrandi. Et inutile de vous dire que les jeux en 3D de la GBA sont loin d'être prévus pour cet affichage. L'occasion donc pour moi de ressortir la GBA et quand même, c'est un peu plus agréable à regarder. En fait, c'est même plutôt impressionnant de voir tourner ça. En tout cas, une fois à cette échelle, l'illusion n'est pas parfaite, mais c'est tout de même beaucoup plus digeste. Côté conduite, c'est très souple avec du drift, de la nitro, des circuits variés et
un maximum de 3 adversaires sur la ligne de départ. Le jeu propose 2 types de caméras différentes, avec une vue à l'extérieur et une vue du pare-choc, et même une caméra à l'arrière qui pourra servir de rétroviseur. Dommage ceci dit qu'elle soit assignée au bouton Select qui est difficilement accessible en conduisant. Mais oui, mais que voulez-vous? Vous êtes en train de jouer à Need for Speed sur GBA. Mesurez votre chance. À présent, votre vie vaut réellement le coup d'être vécue, donc restez positif. Regardez, on a même le droit aux courses de drift et aux fameux rodéos urbains repris directement des versions console de salon, qui s'adaptent en fait super bien au jeu en nomade. Bah oui, en fonction du temps qu'on a pour jouer, on va plutôt faire de la course classique sur plusieurs tours, ou plutôt aller faire un tour du côté du drag pour de plus petites sessions. En fait, ils se sont plutôt bien débrouillés pour inclure toute la recette Underground à cette toute petite cartouche. Et du premier coup en plus. Fascinant. On reste quand même loin du confort des expériences portables proposées sur d'autres consoles, parce que certains éléments du jeu sont un peu brouillons, comme certaines barrières qui font ton sur ton, ou même ces panneaux fléchés lumineux qui clignotent et qui sont plus gênants qu'autre chose. Après il y a aussi des choix un peu débiles, comme mettre ces sens interdits tout en hauteur là, alors que bon, plus bas c'est juste un mur invisible et avec le champ de vision limité de la GBA, bah dès qu'on s'approche on sait plus trop où on va. Faut aussi se préparer à devoir couper le son, parce que la cartouche balance en boucle les 4 mêmes musiques, ou plutôt un extrait incomplet de musique digitalisée, compressé et transmis au travers d'un pot de yaourt et d'un fil. Au final, le jeu manque aussi cruellement de contenu, avec seulement une quinzaine de voitures à peine et pas énormément de circuits. On pourra saluer tout de même la présence d'un mode multijoueur que je n'ai malheureusement pas pu tester. Mais pour de la GBA, c'est plutôt convaincant. D'ailleurs, ce qui est cool avec les Need for Speed, c'est que c'est une de ces séries qui sort un jeu par an sur toutes les consoles. Donc logiquement, ça devrait aller en s'améliorant. Mais pas tout de suite, parce que le prochain jeu est sorti la même année. Et aussi un peu parce que c'est une adaptation de Porsche 2000. Need for Speed Porsche 2000, c'est juste le jeu le plus inintéressant de la licence. Il est sorti en 2000. La logique. Juste après Need for Speed 4, et c'est pas un jeu que j'aime beaucoup à la base. Faut dire que Porsche 2000, c'est un peu une ressucée des épisodes précédents sous licence Porsche, ce qui permet quand même de faire s'affronter toutes sortes de Porsche contre des autres marques de voitures, genre la Citroën ZX. Pareil pour les circuits qui sont pas tous ultra abondants, comme la Normandie, l'Auvergne, quoi, Melun. Et puis on sait pas trop pourquoi, en 2004, soit 4 ans après sa sortie, le jeu ressort tranquillement sur GBA. Soit à peine 3 mois après Need for Speed Underground. Et c'est pas glorieux parce que c'est moins beau, moins maniable et moins lisible que Need for Speed Underground. Et en plus, il y a même pas d'intro en 3D. Le mode carrière consiste en de simples courses, la musique est atroce et le contenu est ridicule. Les voitures sont ultra laides, elles rebondissent partout et ok, je comprends. Underground, c'était pas leur premier essai du tout en fait. Leur premier brouillon, c'était ce jeu-là. Et il est sorti après parce qu'il a pas dû être terminé à temps et qu'il fallait vite laisser de la place pour la sortie d'Underground. De toute manière, c'est soit ça, soit le jeu a été développé en 3 mois. Ce qui est totalement crédible comme théorie. On notera tout de même dans ce Porsche 2000 GBA la présence d'un mode vue du cockpit, en plus de la vue externe, et même la possibilité de regarder sur les côtés avec L et R, et même derrière nous en appuyant sur les 2 gâchettes en même temps, ce qui est quand même un peu plus pratique que le bouton Select. Quoi qu'il en soit, le jeu est terriblement en dessous de son prédécesseur, sorti quelques mois plus tôt, et on a plus l'impression de tenir entre les mains les premières versions d'un moteur de jeu pas encore terminé, qu'un véritable jeu complet tel que l'était Need for Speed Underground. Bon les next, Need for Speed Underground 2, et je vous le dis tout de suite, j'ai très peur parce que le jeu est sorti la même année que les 2 jeux précédents, en 2004. C'est donc le 3e jeu Need for Speed à sortir sur GBA cette année-là. Il y a donc de quoi être curieux, surtout que la suite de Need for Speed Underground débarque avec pour argument de vente majeur un tout nouvel environnement ouvert dans lequel il était possible de se déplacer librement et même d'y provoquer d'autres chauffards en duel. Je suis donc pressé de voir si le studio Pocketeers, qui était déjà responsable des 2 jeux précédents sur GBA, sont arrivés à inclure l'open world d'Underground 2 dans cette petite cartouche portable. Et c'est non. Faut arrêter de vous faire des idées, hein, c'est Need for Speed sur GBA, calmez-vous. Par contre, c'est le retour de la jolie intro en 3D qui nous permet de constater que les voitures sont un peu plus détaillées qu'avant. Côté menu et musique, c'est un tout petit peu plus propre, on échappe même aux musiques digitalisées pour des compositions originales, ce qui aide forcément quand on parle de variété des chansons et de qualité de son. Tous les types de courses sont toujours là, y compris le drag, le mode multijoueur est lui aussi toujours au rendez-vous. Côté graphisme, le tout est un peu plus lisible, avec toujours 2 modes de caméra et des flèches sur fond noir cette fois-ci, quelle bonne idée. Ça fait tout de même un peu moins purée de pixels que sur Underground 1. Hey, on pourrait même parfois croire qu'il fait nuit. Si c'est pas beau ça? En fait, on sent bien qu'en seulement quelques mois de développement, l'objectif c'était surtout de peaufiner ce qui avait déjà été fait. Du coup, le jeu propose pas beaucoup plus de véhicules malgré les nouveaux modèles et un tout petit peu plus de courses que le premier épisode. Bon, je note quand même l'ajout de quelques mini-jeux pour gagner des points supplémentaires en testant vos moteurs. Mais voilà, les mini-jeux sont pas fous et ah oui, là les mecs ont carrément inventé Flappy Bird. Ça sent aussi le réchauffé concernant la personnalisation des voitures. On est loin du contenu proposé par la version console de salon, notamment en ce qui concerne les nouveautés d'Underground 2
comme les améliorations bling bling de type sono et suspension hydraulique qui sont évidemment absents de la version GBA. Si les menus sont encore toujours plus lents et nombreux, cette fois les changements visuels sur la voiture sont plus clairs et on ressent même les améliorations en ce qui concerne les freins et la tenue de route, ce qui n'était pas forcément évident dans l'épisode précédent. Le problème avec ça, c'est qu'au début du jeu, les caisses tout juste sorties de l'usine glissent comme des savons et que le jeu devient littéralement injouable jusqu'à ce que vous puissiez avoir un certain nombre d'améliorations. Alors bon, c'est assez pratique pour les courses de drift, mais pour le reste, ça reste quand même assez désagréable. Au final, c'est à peu près le même jeu. Et en fait, ça, on peut même le voir jusqu'au clavier quand on écrit son nom de profil en début de partie, qui est exactement le même que sur les jeux précédents. Rien de bien nouveau par rapport à ce qui a été fait sur Underground, mais en même temps c'est compréhensible quand c'est le troisième jeu que tu sors la même année. Allez, next. Need for Speed Most Wanted, sorti donc pile un an plus tard, en novembre 2005, c'était le grand retour de la police dans la série qui se permettait même de garder la formule open world et les améliorations tuning. L'occasion de proposer de folles poursuites à travers la ville et de laisser le joueur gravir les échelons de la liste noire des pilotes les plus recherchés de cette dernière. Et malgré le fait qu'il soit beaucoup moins riche qu'Underground 2, bah j'aime beaucoup ce jeu. La conduite était cool, les défis plutôt sympas et c'était enfin l'occasion de se balader 2 jours. Et je dois dire que l'ambiance du jeu était plutôt réussi. En fait, c'est surtout que les types d'épreuves différentes étaient plutôt limités et que le jeu manquait de beaucoup des ajouts qui avaient été faits à l'époque de la sortie d'Underground 2. Mais sinon, le jeu était bien, hein. Sur console et PC. Et hop, toujours pas d'intro en 3D, toujours le même clavier, on est donc toujours sur la base qu'on connaît, sauf que cette fois-ci les menus ont été complètement épurés, ce qui fait que la navigation est quand même un peu plus fluide. Bon, par contre c'est ultra moche, mais bon, on peut pas tout avoir. Le jeu reprend le système d'épreuves et de liste noire de Most Wanted version console, avec des points à gagner pour débloquer des défis qui permettent d'affronter des pilotes de la fameuse liste. Bon alors pour l'open world c'était même pas la peine d'y penser, mais les forces de police, elles sont bien présentes dans la cartouche, enfin pour de faux. Pour de faux, parce que sur quelques heures de jeu, j'ai bien vu quelques étoiles se débloquer, mais j'ai jamais croisé une seule voiture de police. Alors je sais pas si c'est parce que je suis trop fort ou parce que ma cartouche est buggée, mais impossible d'engager une poursuite dantesque sur mon timbre-poste et ça c'est vraiment décevant. M'est avis que leur système d'étoiles est seulement là pour mesurer votre niveau d'infraction et que ça se répercute dans les stats. Bon, il y a bien les épreuves barricades, mais ça c'est vraiment pourri puisqu'il suffit de passer les barrages de policiers, sachant que si tu touches une voiture de police, la course s'arrête net. Voilà. Bon bah plus de problème de lisibilité avec les flèches puisqu'il n'y a simplement plus de flèches du tout. Alors celles-ci sont remplacées par une carte du circuit mais elle est peu lisible. Genre là je comprends pas du tout ce que c'est. Pareil pour les tracés et décors des circuits en eux-mêmes qui sont quand même assez difficiles à discerner même sur l'écran de la GBA. À côté de ça les épreuves sont moins variées, les mini-jeux totalement absents. Il n'y a que 15 voitures ce qui est moins bien que le premier jeu sorti sur ce support et le pire du pire c'est qu'ils ont carrément enlevé le mode multijoueur. Donc 1 an pour développer ce jeu et il est moins beau et moins fourni que les 3 autres jeux qui étaient sortis la même année. Faudra m'expliquer parce que je comprends pas. Ma théorie c'est que cette version GBA devait pour la première fois cohabiter avec 2 autres versions du jeu sur DS et PSP, laissant sans doute moins de temps aux équipes pour s'attarder sur cette version. C'est curieux sachant que Most Wanted GBA propose un certain nombre de petites améliorations, c'est pas des trucs de dingo mais par exemple il est enfin possible de changer de vue à la volée avec le bouton Select, et la vue arrière qui sert de rétroviseur a été assignée à la touche du bas de la croix directionnelle, ce qui est en fait assez évident quand on y pense. Le jeu se veut aussi beaucoup plus maniable qu'Underground, tellement maniable que ça en devient en fait assez ennuyeux puisque les courses perdent en subtilité dans l'approche des virages par exemple. Pareil pour les collisions entre les voitures qui gagnent en fun mais perdent en intérêt vu qu'elles n'ont presque plus d'impact sur notre vitesse. Trop facile, pas assez de contenu, on sent que les mecs se sont vraiment pas foulés et encore, il paraît que la version DS est encore pire que ça. Donc next avec le dernier jeu. Un an plus tard, réglé comme une horloge, sort Need for Speed Carbon en 2006. Un jeu qui n'avait pas spécialement d'argument de vente à part qu'il reprend tout ce que la série a amené jusqu'ici et qu'il redonne aux courses un cadre nocturne plus urbain à la façon d'Underground. Cette fois-ci, EA a fait un effort pour différencier les versions portables des versions console en les affublant du sous-titre On the City et oh, ils ont changé le clavier! Ah mais ça promet du lourd ça. Bon alors toujours pas d'intro en 3D, mais pour une fois les menus du jeu sont assez propres, voire même très clairs. Les voitures sont toujours personnalisables à volonté et vous pourrez même consulter les stats de votre équipe. Oui, votre équipe, parce que le jeu propose pour la première fois de la série sur GBA un scénario avec des dialogues et des petites cutscenes sous forme d'illustration. Alors ça n'a pas l'air comme ça mais c'est très agréable de sentir que le jeu n'est pas qu'un simple jeu de course portable et qu'il essaye vraiment de proposer quelque chose de similaire à la version console. Alors je dis similaire mais ça veut
pas dire identique. Pas de miracle ici, l'open world est toujours absent, mais c'est toujours moins frustrant quand on sait que toutes les versions On the City se privent des balades en monde ouvert et ainsi on a moins l'impression de se voir enlever quelque chose que si le jeu s'était simplement appelé Need for Speed Carbon tout court. C'est sans doute pour ça d'ailleurs que la structure du jeu change un peu. Les épreuves sont divisées sur 6 quartiers différents comme autant de petits mondes dans lesquels le jeu découpera des tracés qui serviront pour chacune des 12 épreuves que proposera chaque quartier. Bon, y a pas que des bonnes nouvelles. Déjà, le mode multijoueur est toujours absent. Et en plus, c'est le retour des musiques digitalisées toutes pourries, même s'il y en a un peu plus qu'avant, ça reste franchement désagréable et j'aurais sans doute préféré une musique originale. La police a complètement disparu aussi, et bon là, pour le coup, je préfère qu'ils la mettent pas du tout plutôt qu'ils essayent de nous faire croire l'inverse comme sur l'épisode précédent. Il est toujours possible d'améliorer les voitures, même si tout comme dans Most Wanted, c'est beaucoup moins fourni que Need for Speed Underground 1 et 2. Côté conduite et lisibilité, tout va bien, les caisses ont une vraie physique et des flèches s'affichent à l'écran en plus de la minimap, ce qui est quand même vachement plus pratique que dans tous les autres jeux Need for Speed sur Game Boy Advance. Ajoutez à ça le scénario et le système d'équipier et vous aurez quand même un jeu GBA vachement complet. Alors il est toujours possible de débattre sur l'intérêt fondamental de ce type de sous-version, mais rappelez-vous que dans les années 2000, les consoles de salon restaient quelque chose de pas forcément aussi mainstream qu'aujourd'hui et qu'il était souvent difficile de convaincre ses parents d'acheter ce gros machin qu'il fallait brancher sous la télé du salon. Et personnellement, j'aime beaucoup me mettre à la place de ce gamin qui n'avait qu'une GBA et qui voyait tous ses copains s'éclater sur les Need for Speed, mais qui n'avait pour se satisfaire que ses versions GBA au rabais. Et je pense que si ça avait été mon cas, j'aurais été plutôt content de jouer à tous ces jeux. Alors certes, on est loin des versions consoles de salon qui étaient pour la plupart au top graphiquement à l'époque et qui ne cessaient de proposer toujours plus de contenu, de scénarios et de modes de jeu. Mais pour des versions beaucoup plus modestes, la plupart des Need for Speed sur GBA s'en sortent plutôt pas mal et j'imagine que ces jeux ont forcément dû être joués par leurs heureux acquéreurs. Tenez, par exemple, pour faire cette vidéo, j'ai acheté des exemplaires d'occasion de ces jeux et la plupart étaient toutes complétées à 100% par leurs anciens propriétaires. Alors ça veut pas dire que ce sont des chefs-d'œuvre pour autant, mais tout de même, c'est que les quelques heures qu'ils ont passées dessus ne devaient pas être totalement désagréables. Bon, il fallait juste éviter Porsche Unleashed et Most Wanted qui sont vraiment en dessous. Mais le plus étonnant dans cette histoire restera sans doute l'existence d'un studio comme Pocketeers qui n'aura littéralement fait que ça. Et voilà, c'était super. Non, en fait, non, c'était pas top. Bonjour à tous. Allez, c'est parti pour Need for Speed sur Wii, surtout que je sais que vous m'attendez au tournant. Voiture, drôle. Et autant vous dire qu'avec Need for Speed, on a du pain sur la planche, puisque tout comme Call of Duty, la série phare d'Electronic Arts a eu le temps de rouler sa bosse sur la Wii de Nintendo avec un total de 6 jeux différents. Et même si on risque de croiser un certain nombre de portages identiques aux autres versions, sachez tout de même que vous risquez d'être surpris par le nombre de jeux inédits sortis tout au long de la vie de la console de Nintendo. Et quelque chose me dit qu'avec un peu de chance, il n'y aura pas que des portages purs et durs. Ah, bah ça m'intéresse. Allez, on voit. Need for Speed Carbon. Oh là là. Sorti donc en décembre 2006, c'est-à-dire en même temps que Call of Duty 3 pour le lancement de la Wii. Oh là là. Bon allez, je déconne, en fait c'est plutôt cool parce que ça fait une paye que j'ai pas relancé Carbon que j'avais pourtant adoré à l'époque. Vraiment, j'ai un petit faible pour cette suite directe de Most Wanted avec son système de course en équipe et son ambiance nocturne. Bon par contre, on va passer très rapidement dessus parce que le jeu est strictement identique aux autres versions du jeu en termes de contenu et donc à tout pour rester un excellent jeu de course, malgré ceci dit l'absence des cutscenes spécifiques aux versions next-gen. Dommage quand on sait que la Wii jouait sur le même terrain que la PS3 et la Xbox 360, mais tant pis, ça ne nous empêchera pas de repartir pour drifter à nouveau le Carbon Canyon, à fond les ballons, musique à fond, néon allumé, à la Wiimote. Non mais vraiment là c'était obligé, sérieux, c'est un jeu de voiture. Surtout qu'en plus Mario Kart Wii n'était pas encore sorti, du coup le jeu ne propose même pas le choix de l'immersion totale grâce au fameux Wii Wheel. Du coup on se retrouve quand même avec une multitude de choix allant de la Wiimote à l'horizontale avec laquelle il faudra tourner en penchant à gauche et à droite mais aussi accélérer et freiner en penchant vers l'avant ou l'arrière. Et bon bah voilà, ça marchait déjà pas dans Sonic and the Secret Rings, je vois encore moins comment ça pourrait fonctionner sur un jeu de voiture qui demande autant de précision. Sinon, on nous propose quand même les contrôles utilisant le nunchuk, avec lequel vous pourrez tourner, soit en le penchant ou soit en utilisant le stick, ce qui reste tout de même la solution la plus jouable de toutes. Et oui, c'est bien ce que vous pensez, aucun mode ne propose de jouer simplement avec le stick en accélérant avec un bouton. Certes, le jeu propose de conduire en dirigeant avec le stick, mais quoi qu'il arrive, il faut savoir que dans ces modes-là, il faudra utiliser votre Wiimote pour accélérer en modifiant son inclinaison avec votre main. Et oui, tout à fait, ça donne bien l'impression de conduire avec une main sur la pédale d'accélération de la voiture. Et malheureusement, c'est aussi imprécis que ridicule. Bon, pour le fun, j'ai quand même essayé d'accrocher la Wiimote
Wiimote à mon pied droit, voir si ça marche, mais autant vous dire que ça fonctionne pas du tout, et en plus le fil du nunchuk est pas assez grand. Évidemment, pour rajouter à ma peine, aucun mode n'est prévu pour la manette GameCube, alors que quand même ça aurait été bien d'y jouer avec ces magnifiques gâchettes analogiques à 32 niveaux de pression. Mais j'imagine que vu que le jeu était aussi sorti sur GameCube, il fallait justifier la sortie de cette version Wii, qui soit dit en passant est à peine plus jolie. Vous avez compris? Si vous voulez jouer à Carbon sur Wii, bah achetez la version GameCube. Voilà, c'est ma critique. Next. Need for Speed Pro Street, sorti l'année suivante en 2007 sur toutes les consoles de l'époque, et si vous vous souvenez, c'était l'épisode qui revenait sur des circuits fermés, là où les autres jeux jouaient la carte de l'open world, et cette version Wii est à nouveau un portage, mais pas de la version que tout le monde connaît, non, là on est sur un copier-coller de la version PS2, qui reste sur plein d'aspects assez similaires aux versions next-gen. Quoi qu'il arrive, je vais pas vous mentir, quelle que soit la version, j'ai jamais vraiment aimé Pro Street, et là c'est clairement pas la meilleure façon pour moi de lui donner une seconde chance. Et vous méprenez pas, hein, malgré l'absence des fonctions autosculpt qui permettaient dès l'épisode précédent de modeler les carrosseries de vos bolides, la version PS2 qui a servi de base pour cette version Wii est tout de même très correcte. C'est juste que je trouve ça moyen que cette version Wii soit à peine plus jolie que cette dernière. Alors franchement, si on regarde bien, ça se vaut à peu près. Mais c'est ça le problème, c'est que ça se vaut à peu près et que c'est pas un critère de qualité satisfaisant pour une console censée représenter la génération d'après. Attention, hein, je sais très bien que la Wii n'avait pas toute la patate des consoles HD. Je dis juste que la Wii était quand même capable de faire mieux que ça. Mais bon, j'imagine que c'est un peu tout ce dont on est en droit de s'attendre quand on parle du portage d'un portage. Ah non, c'est pas tout. Bah non, parce que devinez quoi, on est sur Wii, donc on se retrouve encore avec du motion gaming comme seul volant. Et cette fois-ci, c'est encore pire que sur Carbon, puisqu'aucune option ne vous permet d'utiliser le stick du nunchuk pour la direction. Et c'est donc parti pour un grand balai imprécis d'accidents en tout genre à cause de l'imprécision de ce type de contrôle, rendant le jeu immédiatement injouable. La version PS2 étant un tout petit peu moins floue que cette dernière, la version Wii est donc loin d'être un choix très malin lorsqu'il s'agit de relancer Pro Street. Et pour vous le dire franchement, entre ce choix improbable de supprimer la manette de l'équation et les features manquantes comme les fonctionnalités en ligne alors que même les versions PSP et DS les proposaient, ça fait que ce Need for Speed Pro Street sur Wii est un exemple typique de tout ce que je déteste quand il s'agit de portage fait à la va-vite. Et là je suis gentil hein, parce que j'ai dit portage fait à la va-vite, mais là on va passer à l'étape juste après. La belle grosse arnaque. Need for Speed Undercover. Alors déjà je vais mettre les choses au clair sur Undercover, malgré sa mauvaise réputation, c'est un épisode de la série que j'apprécie beaucoup dans sa version sortie en 2008 sur 360 et PS3. Je sais qu'il a beaucoup été critiqué et je suis plutôt d'accord avec tout ce qui avait été dit concernant le manque de finition du jeu, mais malgré tout j'ai quand même un petit affect pour ce jeu que je considère comme le troisième épisode de la trilogie Most Wanted. Et au départ cette version Wii elle s'en sort plutôt bien. Encore une fois elle se base sur la version PS2 du jeu qui reprend le même scénario que les versions next-gen avec la police, la customisation et surtout les cinématiques, hein, ils avaient tout de même troqué leur budget fond vert pour Maggie Q, ce serait dommage de s'en priver. Encore mieux, Need for Speed Undercover sur Wii propose des contrôles aux manettes classiques, dont la manette GameCube, en plus des traditionnels contrôles à la Wiimote. Merci. Et moi bah j'étais content de rejouer à Undercover, vraiment hein, je trouve qu'il est sous-estimé alors ça me faisait plaisir. On retrouve tout ce qui fait le succès de la formule avec les mêmes véhicules personnalisables à souhait. Côté jeu on reste sur la formule open world avec son lot d'épreuves classiques, hein, chrono, course, poursuite. Bon par contre ce qui est vraiment dommage pour l'open world c'est qu'il est possible de rouler sur le jeu en passant à la course suivante via un menu. Mais bon en même temps vu comment c'est moche j'ai même pas envie de me balader, hein. Faut avouer qu'à ce niveau là on est en droit de se demander pour... Attends c'est quoi ça? Mais attends je connais pas cet endroit là, j'ai jamais vu. Ah donc on a bien affaire à une version alternative de Need for Speed Undercover et pas un simple portage. Ok pourquoi pas, alors j'imagine que c'est pour des raisons techniques hein, mais alors du coup pourquoi il y a du clipping partout? Pourquoi les flics te foncent dessus quand t'es pas recherché? Pourquoi l'IA elle est à la ramasse? Et surtout pourquoi j'ai l'impression de déjà vu? Parce que c'est pas la map d'Undercover de base mais pourtant j'ai l'impression de déjà la connaître. Oh les bâtards! Alors ça c'est Tri-City, la map de Need for Speed Undercover que tout le monde connaît. Et ça c'est la map de la version Wii et PS2. Ok bon on voit bien qu'ils se sont cassés le cul à faire deux maps similaires mais tout de même assez différentes. Mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Alors restez bien attentifs parce que là c'est Rockport, la map de Need for Speed Most Wanted sortie 3 ans plus tôt sur PS2, Xbox et GameCube. Non y a rien qui vous choque? Attendez. Et c'est parti. Alors ok, il faut savoir qu'à la toute base, le développement d'Undercover avait commencé alors que Carbon n'était même pas terminé et qu'il aurait dû s'appeler Need for Speed Most Wanted 2. En fait, il aurait carrément dû s'appeler Need for Speed Most Wanted 2 The Chase, puis Need for Speed The Chase tout court pour enfin devenir Undercover. En sachant ça, il est donc facile de comprendre pourquoi on retrouve des morceaux entiers de la map de Most Wanted reskinés pour l'occasion un peu partout dans le jeu. Par contre, ça explique pas pourquoi certains raccourcis qui étaient présents dans Most Wanted sont toujours présents sur la minimap d'Undercover, mais pas vraiment dans le jeu. Genre là, regardez, c'est écrit que je peux passer, mais en vrai je peux pas passer. Par
contre, je dois bien vous dire que je trouve plus difficile à avaler le fait que certaines cutscenes soient pompées directement des jeux précédents. Genre là, on reconnaît très bien la cinématique de fin de Most Wanted. Et ça n'explique pas non plus la qualité de finition du jeu, à l'image de cette distance d'affichage exemplaire et de cette police d'écriture pixel perfect. Franchement, je comprends pas, hein. C'est tout de même Exient Entertainment qui s'est occupé de ces versions. Et je rappelle qu'on leur doit quand même SSX3. Sur Gizmondo. Next. Need for Speed Nitro, et enfin on sort des portages douteux avec cette fois-ci un jeu totalement original, mais qui aura quand même eu le droit à sa version DS dont on parlera aussi un jour ou l'autre. Et c'est parti pour des courses sur circuit, et oh bordel, il y a une 4L, c'est génial. Oui, alors une 4L ça vaut à peu près 7 points sur mon système de notation perso. En plus de ça, il est possible de personnaliser vos caisses, surtout sur l'aspect esthétique, avec un éditeur bien fourni et très simple à utiliser, ce qui est encore un point positif, surtout quand on propose un jeu de course aussi coloré et immédiatement fun comme celui-là. Comme vous le voyez sur les images, on est très loin de l'ambiance des 3 jeux précédents, avec cette fois un aspect cartoon ultra assumé qui met les bouchées doubles en ce qui concerne les effets de style, en plus de proposer quelques power-up pour réparer sa caisse en pleine course ou envoyer les flics sur vos adversaires. On drift, on pousse et on joue de la nitro en frôlant le trafic et en roulant à contresens pour griller ses adversaires. Le jeu se démarque d'ailleurs par sa mécanique de double jauge de turbo qui permettent de lancer toute la sauce d'un coup pour un boost beaucoup plus efficace. Et le tout à la manette. Et oui, car c'est un tour du monde que vous ferez grâce à votre manette classique ou GameCube, à la Wiimote ou même enfin au Wii Wheel, et je vous garantis que le jeu est immédiatement fun avec ses mécaniques simples et ses modes de jeu classiques. De la simple course au rodéo urbain jusqu'aux courses radar ou à l'élimination, tout ce qui fait la saveur de Need for Speed est bien présent dans cette version Nitro. Seul bémol, son mode campagne qui promettait de faire le tour des plus grandes villes de la planète en affrontant un adversaire par pays et qui est en fait assez répétitif car il se cantonne à une suite de courses et de défis classés sur 3 niveaux de difficulté différents. Mais malgré ça, j'ai eu un vrai coup de cœur pour le jeu. C'est ce genre de jeu qui n'en ont pas l'air mais sur lequel on va rester accroché. Le genre de petit jeu de chevet ultra arcade à se lancer quand on sait pas trop quoi lancer. Une expérience très sympa qui se constitue de petits plaisirs immédiats comme celui de vider 2 jauges de nitro d'un coup pour rattraper son adversaire et sur lequel on revient régulièrement tant il est grisant de repeindre la ville de nos graffitis quand on est en première place, le tout dans un superbe 60 images par seconde impressionnant pour la Wii. Surtout que l'intégralité de la campagne est jouable jusqu'à 4 joueurs, en plus de la dose de mode multijoueur proposée et des tonnes de véhicules débiles à débloquer. En tout cas sachez-le, si vous n'avez jamais testé Need for Speed Nitro, c'est typiquement le genre d'expérience passée inaperçue qui pourrait peut-être vous plaire. Et je trouve ça vraiment dommage qu'il ne soit pas ressorti sur d'autres supports depuis. C'est dommage, hein. Et dommage, ça rime avec portage. Need for Speed Hot Pursuit, sorti la même année que toutes les autres versions et avec une jaquette strictement identique. Très logique donc de tomber sur un jeu totalement différent, ok. Bon, pour commencer, il n'y a pas d'autologue ni de mode multijoueur d'ailleurs, mais une campagne qui nous propose de parcourir encore une fois les plus grandes métropoles de la planète. Ah oui, donc en fait c'est pas du tout un portage. Bon, par contre, ça rime quand même avec dommage. Déjà dommage parce que c'est une occasion manquée de rajouter un sous-titre à ce Need for Speed. Comme je sais pas, hein, par exemple Need for Speed Hot Pursuit World Tour, hein. Et non, le double sous-titre c'est pas si idiot que ça. Souvenez-vous de Need for Speed Carbon on the City. Surtout que cette version Wii a fait disparaître toute trace d'open world pour préférer une formule sur circuit fermé. Et puis je dois dire que c'est aussi dommage parce que cette version Wii est loin d'être aussi jolie et fluide que l'opus précédent. Alors même que les deux softs semblent partager le même moteur. Et vous le sentez là? Et oui, parce qu'en plus de reprendre la thématique Tour du monde de Need for Speed Nitro, ce Hot Pursuit reprend aussi tout l'aspect arcade à la sauce power-up du jeu de EA Montréal. Alors oui, Need for Speed Hot Pursuit World Tour, je vais le réhabiliter, tu verras. est un jeu qui propose quand même quelques idées, comme le fait de pouvoir incarner la police, ce qui est plutôt raccord avec la version next-gen, et même des courses inédites façon Battle Royale où vous devrez remonter 100 places le temps d'une seule course, ce qui est plutôt malin. Mais à part ça, rien de nouveau sous le pare-soleil, on se retrouve donc avec les mêmes types de courses que le jeu précédent, la même physique ultra flottante, mais cette fois-ci dans un style bien plus terne, qui se veut sans doute bien plus proche de l'ambiance Hot Pursuit, mais qui retire une grosse part de fantaisie et de personnalité à l'expérience, supprimant pour l'occasion les personnages associés à chaque pays du premier jeu. Vous sentez rien là? Parce que moi je le sens quand même. Dites-vous bien que malgré son aspect réaliste, la maniabilité et la physique, elles sont bien celles de Need for Speed Nitro, avec même le double turbo et le même principe pour avoir des boosts au démarrage. Non, vous êtes sûr que... Non mais c'est curieux parce que moi je le sens bien là. Non mais putain, s'il vous plaît, aidez-moi, demandez-moi ça sent quoi, que je puisse enfin finir ma vanne. Ah putain, c'est quoi? Mon trou de balle? Mais non, je déconne. Ça sent le Need for Speed Nitro 2 annulé, tout simplement. Que ce soit la thématique du tour du monde, la double jauge et les power-up, le démarrage turbo, l'indice de recherche qu'on envoie sur nos adversaires, ou même tout simplement le fait que le moteur de Nitro ait été repris de A à Z. Ajoutons à ça qu'il est même possible de personnaliser sa caisse, même si l'éditeur est beaucoup moins agréable à utiliser, à l'image du reste du jeu. Et puis même, sans déconner, le décalage de ton entre l'expérience de conduite et l'univers plus terre à terre de Hot
Pursuit, c'est quand même un peu gros et j'aurais préféré qu'on trouve autre chose parce que là je sais pas mais tous ces décors gris et ces voitures ternes, j'ai l'impression qu'elles n'ont rien à foutre en plein milieu de ce jeu purement arcade. Et c'est à cause de tous ces éléments laissés tels quels, tels des indices menant vers la preuve d'un développement chaotique, que j'ai vraiment l'impression qu'un type en costume est venu rebrander tout le jeu en plein milieu du développement en faisant bien attention à distribuer le jeu avec la même jaquette pour jouer sur la confusion. Je déteste quand ils font ça. Parce que quand il s'agit d'un portage, d'un jeu portable ou même d'un jeu qui essaye de mimer au mieux la version principale, perso ça me dérange pas, et on a pu le voir de nombreuses fois sur la chaîne. Mais dans le cas de Need for Speed Hot Pursuit sur Wii, ou même dans le cas d'autres trompe-l'œil, je trouve ça assez mesquin voire malhonnête, surtout quand c'est fait avec aussi peu de soin et en changeant les plans d'un jeu en développement. Et c'est idiot parce que je suis convaincu qu'un Need for Speed Nitro 2 aurait totalement eu sa place dans les sorties de l'année 2011. Surtout que les jeux de course arcade ultra colorés avaient la cote sur Wii à ce moment-là. Tiens d'ailleurs, bizarrement c'est cette même année que la version DS de Need for Speed Nitro est ressortie sur le DSiWare, le fameux shop de la DSi. Cette version appelée Nitro X propose d'ailleurs quelques petites améliorations comme comme par hasard, une campagne qui vous permet d'incarner les forces de l'ordre. Ouais, encore un truc bien suspect. Alors malheureusement, j'ai rien trouvé qui prouve de manière crédible tout ce que j'avance par rapport à un éventuel Need for Speed Nitro 2, mais honnêtement, vu la tête de monstre de Frankenstein du jeu et les indices laissés derrière eux, ça me laisse penser que EA Montréal aurait bien commencé à bosser sur un Nitro 2 avant de laisser la main à ces braves types d'Excient Entertainment. Et tout ça, ce serait plutôt logique, puisque c'est au même moment que EA Montréal commençait à bosser sur Army of Tutu. Bah oui, Army of Tutu. Vous connaissez pas Army of Tutu? Non mais sans déconner, Army of Tutu. Oui, mais non, Army of Two 2. Ah oui, mais putain, s'il faut tout vous expliquer aussi, allez, next là. Et on termine avec Need for Speed The Run, sorti l'année suivante, et souvenez-vous, c'était la première tentative de faire un jeu de voiture totalement story-driven, comme disent les Américains. Et pour les non-anglophones, je vais traduire, story-driven, en français ça veut dire avec des QTE. Je dois dire que je n'ai jamais vraiment aimé le jeu de base, non pas que je ne sois pas intéressé par une version HD d'Outrun, mais on va juste dire que je trouve que le moteur Frostbite n'a rien à foutre dans un jeu de voiture, et qu'en y jouant, on sent bien que ça a engendré plus de limites que de liberté pour les développeurs de Black Box. Et au final, je suis resté un peu de marbre devant ce jeu, certes très joli, mais très linéaire, et je dois dire qu'au bout de 5 courses, j'en ai eu marre de me casser le cul pour débloquer des points JPEG. Voilà, ça c'est cadeau. Et devinez quoi, cette version Wii est sortie en même temps que le jeu principal et est vendue avec une jaquette identique. Et du coup, c'est le moment de jouer à notre grand jeu. Portage ou pas portage? Pas portage. Le jeu est encore une fois totalement différent des versions next-gen. Et ouais, et je dois dire que je suis plutôt surpris de voir qu'il s'agit carrément d'une véritable version alternative au jeu que tout le monde connaît, avec la même course à travers les États-Unis, mais vécue du point de vue d'un autre participant que vous suivrez cette fois-ci via des cutscenes façon comics interactifs. Vous allez donc devoir vous aussi relier San Francisco à New York dans une histoire additionnelle qui se déroule en même temps que les événements du jeu sur 360, ce qui fait que vous traverserez des embûches différentes, ce que je trouve plutôt malin pour justifier les changements de tracé et les nouvelles mécaniques de jeu. Parce qu'encore une fois, le jeu se veut beaucoup plus arcade que son homologue sur console HD. Cette fois-ci, on laisse les power-up et la double jauge de côté, mais il est tout de même possible de drifter pour gagner du boost et même de faire des cascades après certains sauts histoire de donner un peu de style à votre expérience de jeu. Alors ok, le jeu rentre dans la catégorie arcade, mais cette fois-ci, la physique des caisses est beaucoup plus lourde et les collisions un peu moins grotesques. Malgré tout, le jeu reste assez fun à jouer avec carrément des séquences scriptées pendant certaines scènes d'action avec esquive d'obstacles au ralenti pendant les sauts. De quoi rendre votre montée au classement épique, surtout que cette fois, l'IA du jeu est un tout petit peu plus logique dans ses décisions. Et au passage, cette version Wii a ceci d'unique qu'elle propose un bel hommage à la licence, puisqu'à la place des traditionnelles playlists EA Tracks, présents sur tous les autres jeux dont nous avons parlé, ici on a le droit à une magnifique soundtrack intégralement constituée de remix des musiques de toute la série Need for Speed et qui est carrément exclusive à cette version. Mais malheureusement, moi je joue pas avec les oreilles, et là on peut pas nier l'évidence. C'est ultra chum. Alors ok, on n'est pas non plus au niveau de l'header de Hot Pursuit, mais c'est clair que si on compare le tout premier et le tout dernier jeu Need for Speed sorti sur Wii, on est quand même en droit de se demander ce qui s'est passé. Ceci dit, dans le cas de cette version de Need for Speed The Run pour la Wii, c'est déjà un peu plus pardonnable, parce que déjà c'est un tout petit peu moins moche, mais surtout parce qu'il est normal d'être indulgent quand on sait que cette version du jeu est elle-même basée sur Need for Speed The Run en version 3DS. Ah bah c'est un portage finalement. Je comprends plus rien moi. Et oui, Need for Speed sur Wii est à la base un jeu prévu pour la 3DS, et d'ailleurs il est identique à la version portable, ce qui explique tout de suite les graphismes limités du jeu, et d'ailleurs c'est presque ironique que ce portage 3DS soit un tout petit peu plus joli que cette horreur là. Et même si au final c'est un portage, ça m'empêche pas de préférer largement cette version du jeu plutôt que celle que tout le monde connaît. Certes, le concept reste à peu près le même que le Need for Speed The Run dans sa version de base, mais la version Wii s'autorise plus de folie et ajoute une dose arcade qui est la bienvenue. Les petits scripts qui interrompent les courses sont super bien dosés, et on se retrouve facilement à enchaîner les courses et monter la moitié du classement sans même s'en rendre compte. Surtout qu'il est possible de zapper la totalité des cinématiques pour se concentrer sur le principal, qui dans sa globalité est tout de suite plus fun que le jeu tel qu'il est proposé dans sa version multi-support. C'est simplement dommage encore une fois de ne pas avoir ajouté un petit sous-titre pour le différencier des autres versions. Et moi je préfère la version Wii.
Et je le dis avec une certaine fierté parce qu'il n'y a pas de quoi avoir honte. Et ça, c'est sans doute parce que ces versions Wii et 3DS ont été développées par Firebrand Games, qui avait déjà officié sur le portage DS du fameux Need for Speed Nitro. Comme quoi, ce Need for Speed Nitro aura su définir à lui tout seul ce qu'aura été Need for Speed sur la Wii. Je dois bien dire que si les fans de jeux de course qui possédaient la console ont été un peu bafoués sur les débuts, il aura suffi de l'arrivée de Nitro pour relever la qualité des titres qui allaient suivre, à l'image de ce Need for Speed The Run, plutôt convaincant malgré certaines lacunes. Car malgré tout, je préfère vous prévenir, on se lasse assez vite de ces deux joyeux rollercoasters automobiles. Du Big Deal. Bonjour à tous. Alors c'est pas moi qui ai choisi le sujet de la vidéo cette fois-ci, ce sont les Patreons. Et puis ce qui est bien, c'est que j'ai pas à vous refaire tout l'historique de Need for Speed, parce qu'après mes vidéos sur les jeux GBA et les versions Wii, normalement vous devriez être calé sur l'histoire de la série. En plus, moi ça me dérange pas de les faire, parce qu'en vrai j'avais hâte de reprendre le volant, ou plutôt le stylet, avec ces 6 jeux Need for Speed, tous sortis sur DS. Et comme d'habitude, on commence sur du Underground avec Need for Speed Underground 2, sorti en mai 2005, quelques semaines après la console elle-même, et donc quelques mois après les autres versions du jeu. Et ce n'est pas non plus le premier jeu de caisse de la DS, le premier étant Asphalt GT de Gameloft, qui faisait partie du line-up de lancement. Oui, le tout premier Asphalt, même les pires licences ont droit à leur histoire. Et de toute manière, il faut bien avouer que c'est quand même ce Need for Speed Underground 2 qui a posé les bases de ce que sera le jeu de course urbain sur DS. Et quelle base! Déjà, on peut remarquer que toute l'interface est très soignée, utilise les deux écrans de la DS, que les musiques sont bien plus correctes que sur GBA, même si encore une fois elles sont peu nombreuses et charcutées pour être plus courtes, et surtout, enfin, pour la première fois, de la vraie 3D intégrale. Et après les 6 Need for Speed sur Game Boy Advance, je vous jure que j'ai l'impression d'avoir attendu ça toute ma vie. Et le pire, c'est que ça se joue super bien, c'est très lisible et le jeu est d'une fluidité exemplaire sur l'écran du haut, et l'écran du bas quant à lui, comme dans Mario Kart, sert surtout à afficher les cartes et les infos pour libérer un maximum de place sur l'écran du dessus. Et en dehors du compteur de vitesse, l'écran du haut reste assez épuré, ce qui est vraiment une très bonne idée pour un écran comme celui de la DS. Par contre, mauvais point, on est bloqué avec l'accélération et le frein sur les boutons en façade, ce qui la fout un peu mal quand on a deux belles gâchettes qui servent à rien. En fait, niveau conduite, tout est au poil, en dehors d'une espèce de petite latence, surtout présente sur les premiers véhicules au début du jeu. Mais ne vous inquiétez pas, elle disparaîtra progressivement lorsque vous améliorez vos véhicules, et oui, c'est leur façon de transmettre un sentiment de progression lorsque vous passerez aux pièces custom et améliorer votre direction. Bon, je reconnais évidemment qu'ajouter une latence c'est un peu artificiel, mais ça permet d'avoir envie de continuer le jeu pour améliorer votre caisse jusqu'à ce qu'elle réponde du tac au tac. Surtout que les customisations esthétiques ne sont pas en reste, avec des éléments de tuning que vous débloquerez à l'aide de points gagnés en course, mais aussi c'est resté attractif grâce à l'outil de création de stickers qui utilise directement l'écran tactile de la DS, ce que faisait déjà Mario Kart DS, mais avec un peu plus de place pour votre créativité. Allez, concours du plus beau build du Big Deal là maintenant. Le seul hic avec ce Underground 2 sur DS, c'est que côté contenu, tout ou presque est basé sur la version GBA développée par le même studio quelques mois plus tôt, ce qui est plutôt compréhensible vu la fenêtre de sortie imposée. D'ailleurs, ils ont même remis Flappy Bird et le reste des mini-jeux. Mais bon, sans se mentir, là on approche de mon seuil maximum d'acceptation en ce qui concerne la réutilisation d'assets. Seuil de tolérance que nous allons éclater dans 3, 2, 1 maintenant. Ok, alors l'intégralité des circuits est directement repompée de Need for Speed Underground Rival sur PSP. Oui voilà, les ambiances, les assets et même certains modèles de voitures un peu révisés, tous tirés du jeu PSP sorti à peine 2 mois plus tôt. Mais vraiment, c'est juste du 10 mecs à ce niveau-là. Ceci étant dit, même si la progression et les tracés sont similaires, cette version DS marque quand même une nette amélioration par rapport à la version GBA, qu'on parle du trafic routier qui est présent, mais aussi des différents modes de jeu et notamment les courses de drague en ligne droite qui ressemblent déjà bien plus à ceux des versions console de salon. Bon d'accord, ressemble de loin. Non, en vrai je trouve ce Underground 2 version DS vraiment pas mal en termes de graphisme. C'est du low poly mais ça marche et ça a du charme. Je trouve que ça lui donne même un petit air de jeu PlayStation. Bon d'accord, quand on le met à côté de Ridge Racer 4 c'est un peu crado, mais comparé au tout premier Ridge Racer, bah ça tient déjà pas mal la route. Alors attention, hein, c'est juste une comparaison gratuite pour le fun. Faut surtout pas oublier que la PS1 était une console de salon et que la DS avait 2 écrans à gérer. Cependant, il est tout de même plaisant de voir qu'en 2005 on avait déjà des jeux aussi sympas graphiquement parlant. Bon par contre si on le compare aux jeux PSP évidemment... Mais ça c'est pour une autre vidéo apparemment. En fait, avec ce jeu, tout est une question de tolérance au copier-coller. Et si vous avez une PSP, bah je vous recommanderais plutôt de jouer à la version pas moche. Surtout qu'Underground 2 sur DS a la mauvaise habitude de proposer des courses en 4 tours, ce qui est beaucoup trop long pour un jeu nomade, et qu'il y a effectivement une latence dans la direction très exagérée sur les débuts, ce qui pourra en rebuter plus d'un. La physique est encore balbutiante et les collisions sont parfois un peu aléatoires, mais pourtant il reste un classique de la console pour ceux qui l'ont connu à l'époque, en plus d'avoir totalement ouvert la voie pour un nombre incalculable d'autres jeux de bagnole
sur DS, dont certains qui sont excellents. Et bah ça annonce du lourd pour la suite. Et évidemment, quelques mois plus tard, la suite arrive avec Most Wanted sur DS qui... Pardon, excusez-moi, je crois que j'ai mis la version GBA. Voilà, donc je disais Most Wanted sur DS qui... Prévisible. Donc Most Wanted qui premièrement est moche à en crever, hein, mais sérieux, j'ai l'impression de jouer à un très vieux jeu de voiture de l'époque où les PC n'avaient pas de carte 3D. Et je crois que le problème c'est qu'ils ont utilisé les mêmes modèles 3D que la version GBA, j'arrive pas à me l'expliquer autrement. Et puis de toute manière, même si on enlève les graphismes de l'équation, tout le reste est à ce niveau de finition. D'ailleurs, le son et l'image parlent d'eux-mêmes. Oh, c'était d'une violence. Oh. C'est vraiment triste parce que Most Wanted c'était une bouchée d'air frais pour les fans de Need for Speed de la première heure, puisqu'il délaissait le monde nocturne pour revenir à l'ADN même de Need for Speed, et ayant commencé sur Need for Speed 3 et 4, et après avoir vu tourner Underground 2 sur DS, je peux vous dire que ça m'aurait ravi de pouvoir découvrir Most Wanted en version low poly. Mais non, ça ressemble pas du tout à Need for Speed 3, c'est même pas du niveau du premier Ridge Racer. Non, par contre ça ressemble vachement à M6 Turbo Racing. Oui, c'est vraiment un jeu qui existe. Et du coup, je peux sans problème affirmer que la version GBA est bien meilleure, même si, comme pour cette dernière, j'ai pas entendu une seule sirène de police dans cette version DS. C'est dommage pour un jeu qui s'appelle Most Wanted et c'est un bon gros retour en arrière pour la série. Non mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'Electronic Arts a eu la bonne idée de filer la patate chaude à un studio tout bébé qui n'avait bossé que sur des portages de jeux de golf et des jeux de poker, ce que je qualifierais comme étant très loin du monde des jeux d'action. Et comme vous l'imaginez, le résultat était, comme je le disais tout à l'heure, sacrément prévisible. Et voilà, y'a rien de plus à expliquer, hein. Electronic Arts dans toute sa splendeur, mesdames et messieurs. Bon, au moins ils se sont un peu rattrapés avec la suite directe de Most Wanted, Need for Speed Carbon, sortie en 2006, dans une version DS, elle aussi sous-titrée On the City, qui heureusement propose quelque chose de radicalement différent du jeu précédent, mais aussi d'Underground 2. Tout d'abord, le jeu reprend le système de team et de quartier à conquérir, dont on a déjà parlé dans la version Game Boy Advance, et qui fonctionne toujours aussi bien en ajoutant un peu de liberté dans l'ordre des courses et de souplesse en termes de progression générale. Le scénario est d'ailleurs totalement identique et toujours très sympa, même si la fin est complètement fucked up. Voilà, ça c'est pour ce qu'on savait déjà. Alors évidemment on ajoute les fonctions tactiles à la liste des nouveautés de cette version DS, mais aussi pour la première fois depuis le début de cette vidéo, le frein et l'accélérateur sur les gâchettes, merci, mais surtout comme vous pouvez le constater, on est encore sur un nouveau moteur de jeu, cette fois-ci beaucoup plus typé arcade, et je dois dire que j'ai rapidement trouvé mes marques. Trop rapidement même. C'est louche. Et le plaisir est immédiat, les effets de la nitro sont ultra efficaces, les dérapages éclatés au sol, de quoi s'amuser rapidement, surtout que les actions de coopération avec vos équipiers sont bien présents dans cette version, un peu différente mais tout aussi épique lorsque vous ordonnerez à votre bélier de takedown tout ce qui vous barre la route, ou que vous prendrez l'aspiration d'un éclaireur pour rattraper quelques précieuses secondes. Surtout que le tout est plutôt joli. Alors si on regarde bien, les décors sont plus jolis qu'Underground 2, mais les modèles de véhicules sont moins réussis je trouve, donc on va dire que ça s'annule. Et vu que les deux sont tout aussi fluides, autant vous dire que Carbon passe l'épreuve du feu sans problème. Et si je trouve que le jeu a moins de charme, je dois avouer qu'il est beaucoup plus fun et immédiat, même si parfois les collisions laissent à désirer et les circuits ne sont pas trop recherchés. Mais à part ça, rien de nouveau sous le pare-soleil. On se retrouve donc avec les mêmes types de courses que le jeu précédent, la même physique ultra flottante, mais cette fois dans un style bien plus... Non, mais ça y est, je sais, j'ai déjà joué à ce jeu. Need for Speed Hot Pursuit World Tour, ouais, la version Wii. Ah non, c'est cool, je réhabilite ce mot. Vous vous souvenez dans ma vidéo sur la version Wii quand je soupçonnais ce non-portage d'être un Need for Speed Nitro 2 avec une moustache? Bah en fait j'avais tort, c'était un Need for Speed Carbon On the City sur DS 2. Ouais, ils ont repris leur base de jeu DS pour faire leur jeu Wii. De la physique au modèle des voitures, des tracés des circuits un peu feignants à la physique très particulière, Hot Pursuit sur Wii résulte sans aucun doute possible de cette version de Carbon sur DS, l'un ayant servi de base pour créer l'autre quelques années plus tard. Et je pense que ce ne sont pas les braves types d'Excient Entertainment, responsables de Carbon sur DS puis de Hot Pursuit sur Wii, qui vont me contredire. Et attention, hein, je les blâme pas du tout. Non, je trouve ça juste intéressant de remonter aux origines du code et des routines qui font d'un jeu un autre jeu. Et ça explique surtout pourquoi en 2010, lorsqu'Electronic Arts leur commande un Nitro 2 ou un Hot Pursuit, ils décident tout simplement de se baser sur le moteur d'un jeu DS sorti 4 ans plus tôt, qui même adapté à la console de salon paraît forcément un peu en retard techniquement, ce qui explique largement mon ressenti. Cependant, sur DS, c'est largement plus respectable, voire même très honnête. Et c'est à vous de voir si l'expérience full arcade vous convient, et même si les bases du jeu ont servi pour un portage Wii moyen, cette version
version DS amène son lot d'améliorations, comme la présence de rétrolatéraux, plus d'options de caméra, mais surtout des vraies bonnes idées, comme des courses sur 2 tours, idéal pour le jeu nomade, bravo, et surtout un écran du bas très bien utilisé avec son tableau de bord complet qu'il est possible de personnaliser, ajoutant encore un peu plus à la liste de personnalisation débloquable, et on ne compte plus les courses rapidement tant il y a de carottes pour vous faire avancer et augmenter les performances de la voiture, l'impression de vitesse du jeu rendant totalement honneur à vos talents de mécano. Une vraie réussite sur tous les points pour ce tout premier Need for Speed d'Excient Entertainment, un studio qui, je le rappelle, est responsable du mythique SSX3. Sur Gizmondo. Et aussi le Need for Speed Undercover tout plagié sur Wii. Mais aussi la version DS de Need for Speed Pro Street l'année suivante, qui sort de l'ambiance jeu de course fantaisiste pour quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Alors certes, cette version DS est infiniment moins sérieuse que son homologue console, et lorgne plutôt vers un bon compromis entre conduite réaliste et jeu de drift à sensation, plus proche d'un Ridge Racer que de Gran Turismo. Le jeu est d'ailleurs plutôt proche graphiquement, donc très joli, avec notamment un soin apporté au modèle 3D des véhicules, qui peuvent désormais subir des dégâts qui seront même persistants d'une course à l'autre dans le mode carrière très bien fourni du jeu, qui reprend tout le système de journée du Pro Street original. Et bon, c'est mignon, ils ont mis un petit scénario, mais bon, tu sens que c'est juste là pour enrober l'expérience. Ici, ce qui compte, c'est clairement les sensations de conduite, et elles sont bien présentes avec des véhicules très agréables à piloter, une bonne sensation de vitesse et surtout une croix directionnelle configurée pour la précision et la souplesse, en ajoutant des variations de vitesse lorsqu'on tourne en pressant les diagonales, et qui retranscrit super bien l'effet d'un stick analogique, en plus de passer extrêmement bien sur des vrais sticks, comme celui de la 3DS par exemple. Ah bon, t'appelles ça un vrai stick toi? En plus de ça, Exient rajoute une tonne d'idées malines, comme la gestion localisée des dégâts sur la voiture visible à l'écran du bas, mais aussi une nouvelle façon d'aborder les courses en ligne droite, avec cette fois-ci la gestion de la friction des pneus et la température du moteur, de quoi renouveler totalement l'expérience de jeu sur ce genre d'épreuve que je pensais déjà connaître sous toutes ses coutures. Pour tout le reste, on reste en terrain connu avec des améliorations de performance et personnalisation de l'esthétique, même si c'est au niveau des circuits que le jeu se permet quelques fantaisies par rapport à son homologue de salon. Et tant mieux parce que ce dernier manquait cruellement de personnalité. Alors qu'ici, on est sur un jeu de course plutôt accessible, à la fluidité exemplaire, maniable et riche en contenu, et qui bénéficie indéniablement d'un feeling très PS1. C'est donc encore une réussite pour ce deuxième et dernier Need for Speed par Exient Entertainment, qui se hisse facilement aux côtés de la crème des jeux de course de la DS, à l'instar d'Underground 2. Et ouais, comment faire mieux? Non, c'était une question rhétorique. En ajoutant par exemple, je sais pas, un truc beaucoup trop ambitieux comme un open world par exemple. Oui, un jeu de voiture en monde ouvert sur DS, c'est ce qu'a tenté Firebrand Games pour leur tout premier Need for Speed. Bon, ceci dit, c'est pas leur tout premier jeu de caisse sur DS, puisqu'ils avaient déjà 5 jeux de course derrière eux, dont 3 sont sortis la même année que ce Undercover, donc autant vous dire que pour remplacer Exient, Electronic Arts n'a pas embauché n'importe qui. Non, ils ont fait appel à une équipe de dur, qui ont donc fait rentrer un open world dans une cartouche de DS. Alors bon, vous excitez pas, il y a bien une map, mais c'est sur cette zone que seront découpés chaque tracé, et même s'il est possible de conduire librement lors de certains événements contre les forces de l'ordre, ne vous attendez pas à pouvoir cruiser tranquillement dans une version low poly de Tri-City. La majorité des courses sont sur circuit fermé, et les événements ouverts, eux, sont tous limités en temps. Bon, je dois avouer que c'est quand même une petite prouesse en soi comme ça de lâcher un monde ouvert un an avant la sortie du Cops the Recruit de Vélez et Doubal, qui pour le coup lui est un vrai GTA-like en monde ouvert sur DS. Malheureusement, ça sert à rien d'avoir un monde ouvert s'il y a rien dedans. Surtout qu'ici, tout le reste du jeu a été sacrifié aux dépens de ce dernier. Déjà, la conduite est sans âme et on ressent très peu le poids et l'inertie des véhicules. Les tracés sont mous et sans surprise, avec en prime une IA qui est vraiment pas fut-fut et passe son temps à te pilonner par derrière et donc te faire gagner de la vitesse. Et surtout, c'est d'un vide abyssal. La carte possède des endroits variés, mais très peu d'entre eux sont reconnaissables, et avec son trafic routier vraiment peu présent, et sans l'ajout d'un peu de piment avec les coéquipiers comme dans Carbone, autant vous dire que le soufflet retombe très vite pour laisser place à l'ennui. Et je me dis que c'est peut-être ça la priorité dans un jeu de caisse, et qu'ils auraient peut-être dû se concentrer sur la conduite en elle-même. Doubler un adversaire en plein virage, se rattraper rapidement après un tête-à-queue, et tout donner dans le sprint final. Tout un panel d'émotions qu'Undercover peine à faire ressentir tant les courses se limitent à une pole position constante jusqu'au crash. Un jeu sans enjeu et sans rythme qui prouve que même sans être techniquement à la ramasse comme Most Wanted, et c'est même tout l'inverse, il est possible de passer totalement à côté de son objectif. Cependant, on pardonnera facilement ce premier essai ambitieux à Firebrand Games, qui de toute manière était déjà en train de recycler son moteur de monde ouvert pour le portage DS de Dirt 2, qui a l'air tout de même un peu moins soporifique. Bah tant mieux, parce que moi je les attends au tournant, parce que là ils vont porter mon petit chouchou. Et ouais, car comme vous le savez, si vous avez vu les vidéos précédentes, c'est eux qui se sont occupés du portage DS de Need for Speed Nitro que j'avais vraiment adoré sur Wii. Et pour commencer, il faut dire ce qui est, bon point, cette fois-ci Firebrand se sont limités au concept de base du jeu, c'est-à-dire des courses arcade turbo pétées à 300 à l'heure dans des circuits stéréotypés autour du monde. Et justement, on part sur des villes complètement différentes de la version Wii,
Wii et donc des circuits et du contenu 100% original. Ceci dit, rassurez-vous, les véhicules eux restent les mêmes que sur console et oui, la 4L est bien là. Attends, j'avais dit que ça faisait combien de points une 4L dans la première vidéo? Alors on retrouve bien sûr tout ce qui fait le charme de Need for Speed Nitro. Il est toujours possible de choper un boost au départ, de balancer toute la nitro d'un coup et de drifter comme un taré pour en récupérer. Et le système de tag est un peu différent mais toujours présent. Cette fois il faudra passer dans de petits anneaux sur la piste pour laisser son empreinte sur les murs de la ville. Dans la liste des choses qui changent un peu, de nouvelles actions contextuelles avec le bouton X vous permettront de doubler vos adversaires avec style ou de prendre des raccourcis sous forme de cascade. Et en plus de tout ça, de toutes nouvelles épreuves en arène où il faut casser tout un tas de trucs et bah non, ça c'est pas super marrant. Et le framerate non plus, il est pas super marrant. Non mais au secours mes yeux, ce jeu arrête pas de ramer. Je vous jure que c'est pas l'émulation, le jeu rame très souvent et il est absolument pas fluide. Alors il y a des jeux où ça me dérange moins, mais sur un jeu de caisse ça a vite tendance à me filer la gerbe. Et là c'est horrible, il y a pas 20 secondes sans qu'on passe du fluide au ralenti et ça c'est vraiment la honte. Et ça m'embête parce qu'en dehors de ça et du fait qu'il soit assez court, j'ai pas grand chose à lui reprocher. C'est évidemment moins bien que la version Wii, mais si le jeu avait été techniquement au poil et avec un contenu un peu plus fourni, je m'y serais sans doute plus retrouvé. Et c'est exactement ce que j'attendais de Need for Speed Nitro X, sorti quelques semaines plus tard. Et la promesse était taguicheuse, tout Need for Speed Nitro amélioré pour la DSi avec des courses et des voitures supplémentaires ainsi qu'un mode poursuite où l'on peut jouer les forces de l'ordre. Et sur le papier, bien sûr que ça fait saliver, mais dans notre réalité où Electronic Arts est ce qu'il est, on est quand même loin du paradis attendu. Les nouveaux circuits sont des reskins, il y a bien des nouveaux véhicules mais presque 2/3 des voitures du jeu d'origine ont disparu, et surtout, malgré que le jeu soit sorti exclusivement pour la DSi, le framerate est encore totalement aux fraises. Je crois même que c'est pire que la version DS. Alors le jeu ajoute bien des contrôles au tactile avec ce petit volant là sur l'écran du bas, mais il faut que vous compreniez que cette version plus cache en fait une version moins. Et ce n'est pas les poursuites en voiture de police toutes molles qui viendront redorer le tableau. De toute manière, le jeu est sorti uniquement dématérialisé sur le DSiWare, donc autant vous dire qu'il est plus vraiment disponible à l'achat. Oh merde! Oh c'est con ça! Je suis presque triste d'être déçu par cette version de Nitro, et je me dis que peut-être qu'après mon coup de cœur pour la version Wii, j'en attendais sans doute un peu trop. Une chose est certaine, c'est que sans être atroce, il est un peu en dessous du niveau de la majorité des jeux DS, et surtout pas au niveau de la trouzaine d'autres jeux de course folles et colorés du même genre sortis sur DS, qui sont pour la plupart bien mieux finis et auxquels je ne peux pas m'empêcher de le comparer. Et pour cause, c'est un genre que j'affectionne particulièrement. Il y en a même certains dont on va parler sur la chaîne bientôt. Exient et Firebrand n'ont donc pas fait que les belles heures de Need for Speed sur Wii, ils auront aussi fait celles de Need for Speed sur DS, avec de bons petits jeux de caisse arcade pour tous ceux qui n'avaient pas forcément les versions principales à portée de pad. Malheureusement pour eux, ce n'était pas le début d'une longue carrière dans le jeu vidéo, puisqu'Exient s'est par la suite spécialisé dans les portages d'Angry Birds, et Firebrand, après avoir sorti leur Need for Speed The Run sur 3DS et Wii dont nous avons déjà parlé, n'ont plus rien sorti de notable depuis 2015 à part un dernier gros projet. Par chance, ce dernier vrai gros jeu est un jeu de voiture, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un des quelques jeux Fast and Furious sortis sur console ces dernières années. Fast and Furious, justement la licence qui avait changé la face de la série Need for Speed pour lui redonner de sa superbe, et avec laquelle nous avions introduit la vidéo sur les jeux GBA. De quoi attiser ma curiosité et vous en reparler très vite dans une prochaine vidéo si vous êtes intéressé. Allez, dites-moi ça vite dans les commentaires, laissez un petit pouce et un petit partage, ça fait toujours plaisir. Moi je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que cette saison elle va déchirer. À dimanche prochain. Peace. Let's go.